mesdames, bonjour messieurs. Je voudrais d'abord dire des excuses pour ne pas avoir un ton de voix très habituel. C'est la grippe, donc ce n'est pas très agréable, ni pour celui qui parle, ni pour ceux qui écoutent. Et je voudrais simplement m'en excuser à l'oreille de cette carte blanche. Ce matin, je voudrais réserver les premiers mots d'abord pour dire que je suis très heureux d'être ici à Arbois. C'est un honneur pour moi d'être participé, d'être invité à m'exprimer dans le cadre des grandes histoires qui est devenu un événement aujourd'hui portée régionale, nationale et internationale tout à fait considérable. Et c'est un événement qui a eu lieu de 22 ans, c'est-à-dire qui est tout à fait jeune, mais en même temps beaucoup plus vieux que le défenseur des droits dont je vais maintenant vous parler, qui lui est né en 2011. Mais c'est ce que je vous dirai ce matin, est tout de même le fruit d'une assez longue histoire. Loi, de laquelle je voudrais rendre hommage, qui est une ville à la fois royale et magique, ce qui ne va pas toujours ensemble, qui est une ville italienne pour le thème de cette année, bien entendu, choisi par Jean-Louis Vernet et par son équipe, et qui a été donc cette année marquée par le fait que l'actualité la plus récente et la plus conflictuelle a rejoint la longue histoire, et en particulier celle de la place de Blois dans la Renaissance, dont cette année, avec ainsi, nous marquons le 500e anniversaire ici, dans ce qui a été très largement le creuset de la Renaissance en France, c'est-à-dire la vallée de la Loire. Mais c'est aussi un plaisir, nous sommes un honneur et un plaisir de pouvoir présenter cette jeune institution défenseur du droit qui, avec ses 250 collaborateurs au siège central de Paris, c'est un peu plus de 500 délégués territoriaux présents partout en France, et qui seront désormais d'ailleurs animés par 13 chefs de pôles régionaux que je suis en train de mettre en place. Cette institution qui traite aujourd'hui 100 000 réclamations chaque année, certainement plus cette année, qui s'affirme donc comme un témoin soucieux du déclin des droits fondamentaux et d'une effectivité très insuffisante et très inégale des droits. Tout ceci d'ailleurs dans aussi bien déclin des droits fondamentaux que une certaine inégalité, dans une relative indifférence, je dois le dire, de la plupart de nos concitoyens. Et pas nous qui êtes ici ce matin, et je vous en rends hommage. Et puis, justement, c'est un plaisir de pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous et peut-être faire en sorte que le droit, cette année à travers ma petite conférence, mais plus durablement, entre dans la programmation des rendez-vous d'histoire. Les rendez-vous d'histoire se sont étendus à l'économie, ils utilisent maintenant très largement le truchement du cinéma. On peut imaginer que le droit et les droits soient aussi dans la perspective d'une future organisation des rendez-vous de l'histoire. C'est en tout cas ce que je souhaiterais beaucoup. Je voudrais aussi, pour commencer, remercier ceux qui ont permis que je sois ici. Antoine Godbert, qui, après avoir été à Fontenay, travaille avec moi chez les défenseurs des droits, qui est élu à Tours, et qui a longuement collaboré avec un rendez-vous de
festival de géographie de Saint-Dié. Ici, c'est le festival de l'histoire, et c'est lui qui a mené ces deux affaires, en tout cas, je remercie tous les organisateurs parce que c'est difficile de faire entrer dans un programme une intervention comme la mienne qui, ne va pas parler d'Italie, sauf que je pourrais faire un cours entier sur les droits fondamentaux d'Italie, mais s'efforce d'introduire un angle différent dans les visions que vous allez avoir pendant ces journées et rendez-vous de 2019. Je vous remercie aussi le président du tribunal de m'accueillir ici, M. Bayard, le procureur, M. Chevalier, qui m'a installé à ce micro. Le bâtonnier Guettard aussi, qui m'a accueilli, et tous les juristes qui, la lutte de loi et de la région, qui peuvent être intéressés par mon intervention, puisque une des caractéristiques du défenseur, c'est qu'il ne faut pas parler de partie, naturellement, je le dis à mot, des auxiliaires de la justice, il est encore moins une autorité investie de l'autorité de la chose jugée, comme les juges, mais il a, je vais m'en expliquer tout à l'heure, une collaboration constante avec l'institution, le service public judiciaire et avec toutes les professions qui, de près ou de loin, sont dans le droit ou dans la justice dans notre pays. Alors, pourriez-vous rapprocher le micro, s'il vous plaît? Voilà, ça c'est la clé. Merci. Merci, monsieur. Notre institution, c'est donc une autorité administrative indépendante qui a été créée en 2011, et je vais vous raconter ça tout à l'heure, parce que ça fait partie de l'histoire des institutions. Ce que je voudrais simplement dire d'abord, c'est qu'est-ce qu'on a comme compétence? Nous avons comme compétence, et c'est ce qu'a dit la Constitution qui nous a créé par un nouvel article 71.1 qui résulte de la révision constitutionnelle de juillet 2008. Notre mission principale, c'est de veiller au respect des droits et des libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, de manière générale, tous ceux qui sont les pouvoirs publics. Ce qui veut dire que, notamment, nous sommes totalement incompétents pour les litiges privés. Les litiges privés, par exemple, si vous voulez recourir pour un litige privé à une formule de médiation, pas nécessairement saisir le juge, vous allez voir, ici, dans un palais de justice, ici ou ailleurs, dans une mairie, un conciliateur de justice qui, lui, va prendre en considération votre position par rapport à celle de votre particulier sur un litige privé. Le défenseur de droit ne s'occupe que des relations entre particuliers et puissance publique. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de notre travail, c'est que dans ces relations avec le service public, le défenseur des droits, il est un peu celui qui s'efforce de faire que l'asymétrie qui existe entre le particulier, disons, faible, vulnérable, et une institution, une administration ou une caisse de protection sociale puissante, que cette asymétrie soit corrigée. Et c'est un peu comme si il y avait le pot de terre et le pot de fer, et que le défenseur des droits essaie de faire en sorte que le pot de terre ne se fasse pas systématiquement casser par le pot écrasé par le pot de fer. Notre objectif, notre principe, c'est celui d'un accès égal au service public, parce que l'accès au service public, c'est la voie pour l'accès au droit. C'est ça le principe
Simplement, ce qui est très intéressant de voir, c'est que nous avons beaucoup progressé en réalité dans l'application aux relations avec les services publics des droits fondamentaux. Je dirais que dans les anciennes formules de médiation dont je vais parler tout à l'heure, on était un peu des sortes de mécaniciens des relations avec les services publics. Et on essayait de faire que là où la machine, où il n'y avait pas d'étincelle, où ça ne marchait pas, etc., de le mettre, de faire marcher le moteur. Aujourd'hui, nous prenons les choses beaucoup plus profondément à partir de la mise en œuvre des droits fondamentaux, les droits de notre grande déclaration, mais tous les droits fondamentaux, et notamment les droits sociaux qui ont été dans le préambule de la Constitution de 1946, par exemple, instituée, et nous avons donc une approche qui est beaucoup plus essentielle, et nous revendiquons en quelque sorte face aux services publics la mise en œuvre de ces droits fondamentaux et le principe d'égalité, mais aussi par exemple que soit prise en considération la vulnérabilité des personnes, que j'en parlerai tout à l'heure, personne ne soit discriminé dans l'accès aux services publics. Voilà, cette médiation, cette mission-là, elle est donc héritée du médiateur de la République, dont je parlerai tout à l'heure, mais elle est plus approfondie et plus large que celle du médiateur de la République, qui a été créée il y a bien dans cet aspect des relations avec les services publics. Je souligne, parce que c'est un des points centraux de notre occupation aujourd'hui, c'est les difficultés et les inégalités qui sont créées par la dématérialisation des formalités administratives, la numérisation des relations avec les services publics, la disparition des guichets et des personnes humaines, y compris au téléphone, au profit de relations virtuelles, auxquelles, c'est ce que nous avons démontré dans un rapport publié au mois de janvier, tout le monde ne peut pas accéder, 20 à 25% de la population, s'il s'agit de faire des demandes, d'avoir des relations avec l'administration par l'intermédiaire d'un ordinateur, n'est pas capable, n'a pas la possibilité, a des difficultés pour le faire, et donc en situation inégale face à ce service public par rapport à une autre personne, qui sont très large majorité aujourd'hui, qui sont capables de le faire. Le deuxième sujet de ma deuxième introduction, c'est la lutte contre les discriminations. C'est un sujet neuf dans notre pays, car nous avons très longtemps considéré qu'il n'y avait pas à se poser la question de savoir comment était mis en œuvre dans la réalité le principe d'égalité. Et il y a encore 20 à 25 ans, le Conseil d'État ou la Cour de cassation n'avait pas mis en œuvre ces principes et ne considérait que la face des choses et non pas la réalité des comportements qui entraînent des inégalités de traitement et qui sont des comportements discriminatoires. La loi a depuis 20 ans profondément évolué pour créer un véritable droit en France et en Europe en général de la non-discrimination. Aujourd'hui, nous recevons des milliers et des milliers de réclamations dans ce domaine. Un quart de ces réclamations, presque un quart, proviennent de personnes qui se considèrent comme discriminées du fait de leur handicap, mais il y a 25 critères de discrimination aujourd'hui, dont la vulnérabilité, par exemple, et naturellement, on peut être discriminé en fonction de son genre, en fonction de son sexe, en fonction de son âge, on peut
semaines pour recruter sans discriminer dans les situations pratiques. Mais les discriminations existent aussi dans l'accès aux services. Les personnes auxquelles on ne peut pas louer un logement ou souscrire une assurance pour telle ou telle raison. Et nous battons donc sur ce sujet. Nous sommes l'institution qui en est porteur, bien entendu, des dispositions du droit du travail, des dispositions du code pénal existent pour lutter contre la discrimination, et donc le juge, qu'il soit le juge civil, le juge du conseil des prud'hommes ou le juge pénal, peuvent être saisis, bien entendu, et peuvent faire des contentieux, mais nous avons aussi la possibilité d'agir simplement à notre niveau. Notre troisième compétence, c'est les droits, défendre les droits et l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est une affaire également un peu nouvelle dans notre pays, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. C'est une affaire qui s'inscrit à la fois dans des textes, notamment de la sécurité sociale, de la protection sociale de l'enfance, qui sont assez nombreux et depuis longtemps dans notre pays, depuis la Deuxième Guerre mondiale, principalement, mais c'est aussi un mouvement international à travers une convention internationale des droits de l'enfant, dont cette année, le 20 novembre, on va marquer le 30e anniversaire, puisqu'elle a été déclarée aux Nations Unies le 20 novembre 1989. Nous sommes encore très loin dans son application. Vous verrez à l'occasion de cet anniversaire, nous publions notre rapport annuel qui portera cette année sur les violences institutionnelles faites aux enfants, et nous ferons une grande manifestation dans le cadre de l'UNESCO, justement, pour marquer un peu les insuffisances dans la mise en œuvre de la Convention des droits de l'enfant, des questions vous voyez, vous entendez parler autour de vous dans les journaux, par exemple, les questions de harcèlement sont croissantes, mais aussi c'est la situation des mineurs étrangers, par exemple, qui est une préoccupation de plus en plus importante. Nous avons comme attribution aussi de veiller à la déontologie des professionnels des forces de sécurité, c'est-à-dire non pas l'application des lois, les policiers, les gendarmes, les gardiens de prison appliquent les lois pour tout le monde, mais notamment les lois pénales, mais des règles particulières qui sont la déontologie professionnelle, les règles professionnelles, comment est-ce qu'on doit agir collectivement ou individuellement dans l'exercice de sa profession. Et naturellement, c'est particulièrement prégnant, puisque par définition, ces forces possèdent un droit légal, une légitimité d'utilisation de la force pour faire respecter la loi par tout le monde, mais bien entendu, ce faisant, elles se situent en situation complètement asymétrique par rapport aux personnes particulières, aux groupes, et il faut donc que leur comportement professionnel soit strictement conforme à un certain nombre de règles qui sont fixées dans un code de sécurité intérieure, dans un code de déontologie, et le défenseur des droits est le contrôleur externe de la déontologie des forces de sécurité. C'est à cette occasion que j'ai été amené à m'exprimer sur les questions de maintien de l'ordre en particulier, mais ces questions de maintien de l'ordre ne sont des questions minoritaires par rapport à l'ensemble de ce que je traite aujourd'hui, où les personnes humaines, de la manière dont elles ont été mal accueillies dans un commissariat, de la façon dont un gardien de prison s'est comporté à l'égard de tel ou tel détenu. J'ajoute simplement pour bien mettre les choses en perspective que dans 90% des 1000 à peu près réclamations que je traite chaque année, je déclare qu'il n'y a pas de manquement, c'est-à-dire qu'on ne va pas reprocher une faute par rapport aux règles comportementales à ce gendarme, ou à ce policier, ou à ce policier municipal, ou à ce
c'est que je suis chargé de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte. Je ne serai pas loin là-dessus parce que je suis encore un peu 2 ans après, 3 ans après, un peu en difficulté pour vous dire ce que ça veut dire. J'ai traité à peu près 200 dossiers. C'est clair que la loi française de justement de décembre 2017 est une loi un peu bancale, est une loi qui probablement ne donne pas assez de facultés aux lanceurs d'alerte pour s'exprimer, et elle devra, je l'ai demandé dès le début, être modifiée. Nous en aurons l'occasion, puisque vous le savez, il y a quelques jours, une directive européenne, directive de l'Union européenne, a été adoptée par le ministre de la Justice tout à fait récemment, et que nous serons donc obligés, nous États membres, de transposer cette directive, je crois, avant la fin de l'année prochaine, je crois, et que pour transposer cette directive, il faudra que nous modifions notre loi, parce que la loi de décembre 2016 comporte un certain nombre de procédures qui ne sont pas celles qui sont exigées par la directive qui a été récemment adoptée par l'Union européenne. Voilà ce que je voulais dire sur mes compétences, ce dont je suis capable de m'occuper. Alors, comment je fais quand je suis saisi? Je suis saisi de manière très libre et de manière très ouverte. Je suis saisi de manière totalement gratuite. Et je peux également me saisir d'office. Quand il n'y a pas de victime désignée, par exemple, c'est-à-dire une personne de ce type, ou au contraire, quand il y a une victime évidente, c'est notamment dans les cas où il y a des blessures graves, ou une personne qui est décédée, et ce qui m'amène à pouvoir naturellement rechercher si, par exemple, le comportement des forces de sécurité a été conforme aux règles professionnelles. Les exemples récents, les plus forts et les plus dramatiques, je me suis saisi d'office parallèlement à la justice, qui n'a d'ailleurs toujours pas fini son travail, de la mort du jeune militant écologiste Rémi Fraisse sur le barrage de Sivens en octobre 2014, et il y a toujours une information judiciaire qui n'est pas encore conclue. Mais de l'autre côté, moi j'ai lancé, sur la base de la déontologie de sécurité, une recherche pour savoir si le comportement, notamment du gendarme qui avait lancé la grenade, était conforme aux règles professionnelles. Et ma conclusion a été très clairement qu'il n'y avait pas de manquement à reprocher au gendarme lui-même, qu'il avait utilisé cette grenade offensive qui par ailleurs a été ensuite interdite du fait des dégâts qu'elle était susceptible de causer naturellement, qu'il avait utilisé dans le cadre d'emploi qui est prévu par les règlements. Mais en revanche, j'ai mis en lumière le fait que si ça s'était produit, c'était probablement parce que dans la chaîne de commandement et dans la manière dont avait été organisé le maintien d'ordre à cet endroit, il y avait eu un certain nombre d'insuffisances et notamment une sorte d'inadaptation des instructions données par rapport à la situation telle qu'elle était dans cette nuit, 25 octobre à minuit, où, dans les mémoires, les gendarmes mobiles qui étaient là ont été attaqués par un groupe de militants et ont réagi, notamment en utilisant ces armes qu'on appelle forces intermédiaires, parce qu'elles sont censées ne pas être létales. Malheureusement, il y a certaines circonstances dans lesquelles elles le sont, hélas, et l'inadaptation des dispositions qui avaient été prises, disons, 24 heures avant, et la situation telle qu'elle était 24 heures après. Et ça, lui, le ministre de l'Intérieur de l'époque, non seulement a interdit les grenades français, mais a donné des instructions au préfet et aux responsables de la police pour respecter davantage les principes en matière d'organisation et de commandement dans le tir
dans ce type d'opération de maintien de l'ordre, ce qui prouve que ma contribution, je dirais, a été positive. Maintenant, on va voir ce que le tribunal de Toulouse dira sur la conclusion en matière de droit pénal de cette désastreuse affaire. Dans la plupart des relations que je suis saisi avec le cardinal, dont je suis saisi, notamment pour son saisi mes délégués territoriaux, dans 80% des cas à peu près, je recours au règlement amiable, c'est-à-dire que j'arrive à résoudre la question, mais il y a certaines situations dans lesquelles ce n'est pas aussi simple que ça, et donc je lance une instruction. Pour cette instruction des réclamations que je reçois, je dispose de larges pouvoirs d'enquête. Le secret professionnel ne peut pas m'être opposé, sauf le secret de la défense. Le secret de l'instruction ne peut pas non plus les juges amener très souvent à me communiquer les pièces de leur dossier, notamment dans la question de déontologie et de sécurité. Je peux faire des vérifications sur place, je peux convoquer des personnes, je peux faire des auditions, des confrontations, et à l'issue de l'enquête, je vais prendre éventuellement une décision qui clôt le dossier en disant que je n'ai rien tiré de mon enquête qui puisse dire que le mis en cause a agi contrairement au droit. Mais en revanche, si je considère qu'il peut y avoir, que ce soit une discrimination ou en matière déontologie de sécurité ou en matière de protection de l'enfance, tel ou tel manquement, alors j'ai une procédure qui consiste à faire une note récapitulative, les faits, mon analyse, mes conclusions. J'adresse cette note récapitulative à la personne mise en cause ou à son représentant. Je lui dis, dites-moi par rapport aux conclusions que je serai susceptible d'en tirer. Par exemple, vous avez commis une discrimination à l'égard de telle ou telle personne, vous employez, quelle est votre réponse? Une fois que cette personne m'a répondu, à ce moment-là, je prends une décision sur la base des ultimes observations et ça peut jouer dans tous les sens. Par exemple, je prends l'exemple, je considère que le conseil départemental ne fait pas bien son boulot dans ce qui concerne l'aide sociale à l'enfance. Je vais écrire au président du conseil départemental, il va me répondre, il va me dire oui, mais entre-temps, depuis que vous avez été saisi, nous avons pris telle et telle disposition, etc. Et au bout du compte, ayant l'ensemble du dossier, je vais prendre une recommandation définitive dans laquelle je prendrai acte d'un certain nombre de choses qui ont été faites, et puis je pourrais dire aussi oui, mais sur ce point, vous devez mener des évaluations différemment, vous devez prendre des mesures d'assistance éducative autrement, etc. Voilà. C'est ça. Le système, j'ajoute pour bien qu'on se comprenne que c'est une autorité administrative indépendante, unique en son genre, enfin pas unique en son genre, parce qu'on est deux comme ça, moi et la contrôleur générale des lieux de détention et de prévention de liberté, c'est que nous ne sommes pas du tout, comme sont la plupart des autres autorités administratives indépendantes, un collège, un groupement, un conseil, un comité, où il y a une personne qui le préside, naturellement, et qui fait fonctionner l'institution, mais les décisions sont de caractère collégial. Là, les décisions de défenseur de droit, c'est des décisions de défenseur de droit d'une personne. C'est une responsabilité donc un peu particulière, mais en même temps, ça crée pour notre institution, je pense, de mon point de vue, une force qui n'est pas toujours celle des collèges qui sont amenés souvent, forcément, à faire des compromis pour les positions qu'ils prennent. Je dispose d'un droit de suite, c'est-à-dire que quand je ne suis pas satisfait de la manière dont ma décision a été traitée, je peux éventuellement aller jusqu'à publier ce qu'on appelle un rapport spécial. Un rapport spécial, ça veut dire que je publie ma décision dans le journal local et au journal officiel aussi. Et le journal local est quand même beaucoup plus lu que
le journal officiel du commissaire de discipline. Et pour tel maire ou tel chef d'entreprise qui n'a pas bien agi, et si le journal le dit, c'est quand même pas une très bonne publicité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille aussi parallèlement à ce que fait la justice. Une personne est licenciée. Elle considère que ce licenciement s'est fait sur une base discriminatoire. Par exemple, une dame qui est revenue de maternité et qui a été maltraitée par son employeur, etc., et qui finalement peut avoir été licenciée ou dégradée dans son emploi. Elle va aller au prud'homme. Et je vais, moi, pouvoir, si par ailleurs elle me saisit, au titre de la lutte contre la discrimination, présenter devant le Conseil des prud'hommes des observations, non pas comme une partie, mais au titre de ce qu'on appelle amis de la Cour, c'est-à-dire mes observations sont c'est pas des conclusions, sont à la disposition, sur le bureau du tribunal, à la disposition de toutes les parties, l'employeur, l'employé, l'ensemble des magistrats, le parquet, s'il a son opinion à donner sur cette affaire, et j'ai plus de 100 fois dans le passé présenté des observations. Alors ça va du plus petit tribunal de sécurité sociale. L'année prochaine, ça n'existera plus puisque les tribunaux de sécurité sociale sont inclus maintenant dans les tribunaux de grande instance. Mais devant le plus petit tribunal de sécurité sociale sur l'histoire de prestations d'assurance maladie, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, devant lesquels je présente mon point de vue sur telle ou telle affaire qui concerne les droits fondamentaux et dans laquelle la France est impliquée. Et aussi, bien entendu, la compensation pour le Conseil d'État. Je peux aussi être saisi pour avis. Les parquets en particulier peuvent me demander sur certaines questions dans lesquelles ils ont des difficultés d'interprétation, des difficultés de preuve. L'expérience du défenseur des droits est intéressante sur beaucoup de sujets et je donne, le parquet me demande un avis, je lui donne. Je l'ai même donné récemment au parquet général de la cassation sur des questions très difficiles qui sont les questions de changement d'état civil pour les personnes qui sont qui changent de sexe et qui sont en transition. Et je vais terminer parce que c'est une question que j'ai traitée au titre des droits fondamentaux. J'ai été amené à donner mon avis à une avocate générale de la Cour de cassation qui est saisie de ce dossier. On peut même conclure en matière de discrimination nos procédures par une transaction pénale. Je peux proposer une transaction pénale. Naturellement, ça ne marche que si le procureur, si le parquet habilite cette transaction pénale, et puis vraiment, à ce moment-là, quand elle est habilitée, nous pouvons l'imposer à la personne qui est en cause. Nous l'avons fait il n'y a pas longtemps, c'était en 2018, pour une entreprise qui avait commis une discrimination vraiment manifeste sur son site internet. Elle avait publié une annonce dans laquelle elle demandait un recrutement et elle disait moins de 35 ans, natif européen. Il y avait au moins deux critères de l'âge et d'autre part l'origine qui était violemment contraire à la loi contre les discriminations. Et nous avons été en procédure donc d'instruction et nous avons décidé
qui est intéressant, et ici, on se place dans la perspective historique, c'est naturellement que notre institution est récente, révision constitutionnelle du 26 juillet 2008, création de l'article 71.1 de la Constitution, mais ensuite, 3 ans après, mise en place, je vais expliquer comment, en 2011, donc 8 ans et un peu plus d'existence. Mais c'est une institution nouvelle qui répond en fait à des questions anciennes. En fait, il y a eu depuis longtemps une évolution historique et dans le monde entier qui s'est efforcé de prendre en compte les droits des individus, les droits de l'homme, les droits fondamentaux, encore mieux, je dirais encore mieux que par le contentieux, par le litige, par le règlement du litige. C'est aussi une évolution, par exemple, c'est cette année, nous allons remarquer, qui s'est produite très fortement en matière de droits des enfants. Il y a eu une espèce de création d'un corps de droits de l'enfant qui, dans le code civil, par exemple, n'existait absolument pas. Donc, c'est une évolution qui a commencé d'ailleurs dans l'Antiquité. Quand on regarde les choses, comme beaucoup de ce qui nous arrive en Europe, l'Antiquité grecque est à l'origine. En Grèce, il y avait une institution qui s'appelait le proxène. Le proxène, c'était un hôte public, notamment une personne qui s'occupait dans les cités grecques de l'accueil des étrangers. Et c'était une manière de promouvoir l'accès aux droits pour ceux qui étaient citoyens d'une autre cité. Ils n'étaient pas ipso facto titulaires de droit, et le proxène leur permettait, c'était un intercesseur, qu'ils puissent accéder aux droits dans la cité dont ils n'étaient pas les citoyens. À Rome, dans le prolongement latin de cette institution, il y a eu un défenseur civitatis pendant tout l'Empire, et qui était au départ, c'est toujours comme ça que ça commence, parce que c'est ça qui intéresse le plus les gens, compétent pour les litiges financiers ou fiscaux avec l'État. Vous savez tous que la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir des peuples de décider pour les affaires qui nous concernent, ça a toujours commencé par le consentement d'impôts, des taxes, tout ça. Et en particulier dans la mère des démocraties, c'est-à-dire en Angleterre. Ensuite, il y a eu, après le défenseur de civitatis, il y a eu un défenseur plébis, et qui a été créé à partir de 368, c'est-à-dire en fait au moment où l'Empire romain était sous la pression, et notamment l'Empire oriental était sous la pression devenue de plus en plus forte des barbares. Et ça a été créé par Valentinien Ier, dont le frère Valens, je le rappelle, puisque les sciences à faire de l'histoire, a été tué en 378 à la bataille d'Andripople, c'est en Turquie, et par les Visigoths, et ça a été le début du déclin de l'Empire romain, et d'abord cette partie orientale, il a fusionné avec l'Empire d'Occident, mais ça ne lui a pas permis de subsister. En fait, il y avait une espèce de volonté, dès ce moment-là, dans l'Empire romain,
n'est pas le cas, et je ne suis pas notamment le défenseur des droits de l'homme, au sens où le disait qu'il était Gracchus Babeuf dans son journal Le Tribune du Peuple en 1795. C'est ce qui caractérise mon institution, c'est au contraire l'indépendance par rapport à la politique dans la défense des droits fondamentaux. Mon héritage, il est plutôt dans la ligne des ombudsman scandinaves. Ombudsman, c'est un mot suédois qui veut dire homme des doléances. C'est une tradition lointaine dans ce royaume qui remonte à l'époque où un haut fonctionnaire de la cour recevait les plaintes adressées au roi pour abus de pouvoir, mais qui s'explique aussi dans l'histoire de Suède. La Suède, à l'époque de Gustave Adolphe, de la reine Christine, a connu une période glorieuse, puis a connu un XVIIIe siècle absolument désastreux, et c'est le roi Gustave IV, qui était celui qui se battait avec Napoléon, qui a été renversé à 17 ans par un règne un peu bizarre, qui a perdu la Finlande, qui a pardonné à la Suède auparavant. Ce roi était donc devenu faible, il a été proscrit, il est parti dans l'alcool et tout ça, mais s'est affirmé au même moment, au début du XIXe siècle, un pouvoir parlementaire qui s'incarnera notamment dans la désignation par le Parlement d'un ombudsman qui n'était pas indépendant parce qu'il était dépendant du Parlement, mais qui, en revanche, n'avait plus aucun lien avec le monarque. Il n'était pas seulement celui qui réglait les abus aux côtés du roi, il était devenu complètement indépendant par rapport au monarque, qui, je me rappelle à cette époque, a été notamment un général français qui s'appelait Bernadotte. Aujourd'hui, il y a plus de 130 États dans le monde qui ont défini une institution qu'on peut appeler ombudsman. Et les nommer de différentes façons. Il y a évidemment beaucoup de médiateurs, mais la Finlande, par exemple, l'a institué dès 1919, le Danemark en 1955, la Norvège en 1962, l'ensemble du monde démocratique se l'est approprié, le Royaume-Uni en 1967 par exemple, Israël en 1971, et les Pays-Bas plus tard en 1980. Et en particulier aujourd'hui, tous les pays qui ont rejoint l'Union européenne à partir de 2004, les pays anciennement communistes, ont tous des institutions de ce type, et en particulier, il y a un pays où cette institution est très remarquable, c'est le médiateur en Pologne, qui a des attributions très larges, un peu comme le défenseur de droit, c'est un médiateur, mais il a un peu les mêmes attributions que moi, et il est remarquable aussi parce que c'est un grand juriste qui s'oppose depuis 2 ans aux menées antidémocratiques et antilibérales du gouvernement et de la majorité au pouvoir en Pologne, et notamment qui s'est opposé très fortement à ce que le gouvernement polonais fait contre l'indépendance, pour limiter l'indépendance de la justice. Nous avons, d'une certaine façon, un peu résisté à toutes ces évolutions, parce que vous savez très bien que nous avons toujours été, nous, des adeptes de droit écrit, de droit, on peut dire, dur, par opposition au droit
vigueur par des décisions obligatoires de l'administration ou par des jugements disposant de l'autorité de la chose jugée de la justice, mais par des types de décisions qui pouvaient être des recommandations, des régulations, et nous avons toujours résisté, pendant longtemps, résisté à cela, à cause de notre propension pour le droit dur, mais aussi à cause du fait que, bien qu'ayant proclamé dès le 25 août 1789 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nous avons toujours été assez réticents aux droits des individus face à ceux de la collectivité et en particulier ceux de l'administration. Pour autant, par exemple, nous nous en donnions à cœur joie lorsque nos juristes étaient parmi les plus actifs pour créer des règles du droit international ou des institutions internationales. Voilà, seul exemple, Aristide Briand et la Société des Nations. D'une certaine façon, on était bien assez bon pour faire la leçon aux autres à l'extérieur, mais chez nous, on était quand même un peu timide sur ce type de sujet. Et beaucoup de nos experts juristes, les universitaires notamment, considéraient qu'on avait affaire à une sorte de droit, c'est ce qu'on disait toujours, gazeux, qui dénaturait en quelque sorte la notion de loi. Alors, nous avons beaucoup progressé, naturellement. Le Conseil d'État et la Cour de cassation ont, dès les années 2000, pris en considération cette évolution. Ce que j'ai dit tout à l'heure a été marquant, c'est que l'enfant est devenu un sujet de droit de plein rang dans le monde à travers la Convention internationale de 1989, mais à travers aussi tout ce que nous avons pu décider, ne serait-ce que les lois que nous avons votées, qui en matière de droit de la famille ont permis aux enfants de s'exprimer dans les procédures, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. De la même façon, naturellement, pour la lutte contre la discrimination, l'égalité, nous avons souvent pratiqué, nous, par rapport aux anglo-saxons, l'égalité devant la loi, et dans la lutte contre la discrimination, nous sommes passés à l'égalité par la loi, et nous avons ainsi rejoint un ensemble de pays qui avaient depuis beaucoup plus longtemps développé ce type de lutte contre les inégalités et les discriminations. C'est dans ce contexte d'évolution du droit et de la justice, relativement peu favorable en France pendant un certain temps à ce droit doux, soupçonneux par rapport à ce qui venait de l'extérieur. Il a fallu attendre les directives de 2000 de l'Union européenne pour que, en quelque sorte, nous nous inclinions en matière de discrimination dans l'emploi. Nous avons néanmoins, dès 1973, mis en place un médiateur de la République. Ce médiateur de la République a été Antoine Prinet, que le président Pompidou a nommé à cette époque, et le dernier de ces médiateurs a été Jean-Paul Delevoye, qui est aujourd'hui en charge de la réforme des retraites. La médiature a évolué de 1973 à 2005. Une loi en 1976 a renforcé les liens avec le Parlement, précisé les relations avec les juridictions, élargi les bases de l'action du médiateur et autorisé le médiateur à faire des propositions de réforme législative. Une loi de 1989 a renforcé l'indépendance du médiateur
une loi de 1992 a permis aux personnes morales, et par exemple aux associations, de saisir le médiateur. Une loi de 2000 a autorisé le médiateur à s'autosaisir en matière de réforme. Et par ailleurs, c'est la loi qui a consacré l'existence des délégués du médiateur et qui a obligé le médiateur à faire un rapport annuel au Parlement. Une ordonnance de 2004 a prévu aussi le statut des délégués comme bénévoles. Et c'est en 2007 que, après l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, a été installé sous la présidence d'Edouard Balladur un comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions et son titre. Et c'est le comité Balladur qui a proposé la création du défenseur des droits fondamentaux, et il avait même inscrit que, dans son rapport, qu'il s'inspirait du défenseur du peuple en Espagne, et il avait dit, dans sa proposition d'origine, qu'on revienne à la conception du premier ombudsman suédois, puisque la proposition du comité Balladur, c'était que le défenseur des droits soit désigné par l'Assemblée nationale. Il y a eu 3 ans de débat après la réforme de juillet 2008, et une des modifications qui a été faite, c'est que le défenseur des droits est nommé non pas par l'Assemblée nationale, il n'est pas dépendant du Parlement, mais il est nommé par le président de la République à la suite d'une procédure dans laquelle, la procédure de l'article 13, dans laquelle intervient l'avis du Parlement. En effet, c'est seulement en 2011 que nous avons obtenu notre statut, une loi organique du 29 mars, et qui a rassemblé avec les compétences du médiateur les 3 autres institutions dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le défenseur des enfants, et à la demande des sénateurs, parce que ce n'était pas prévu au départ, la haute autorité de lutte contre la discrimination et pour l'égalité. Mais en revanche, les sénateurs ont refusé ce que souhaitaient les députés, c'est que le contrôle général des lieux de privation de liberté soit inclus dans le défenseur des droits. Donc aujourd'hui, il existe toujours d'un côté le défenseur des droits et de l'autre côté une contrôleur générale des lieux de détention et de prévention de liberté. Le premier défenseur des droits a été nommé de police, il est entré en fonction en juin 2011. Hélas, il n'a pas terminé son mandat de 6 ans, qu'on ne peut pas allonger, et qui est irrévocable, puisqu'il est décédé le 10 avril 2014. Et moi j'ai été nommé et j'ai pris mes fonctions le 18 juillet 2014. Et je les terminerai donc le 17 juillet 2020, dans 9 mois, au bout des 6 ans. Cette évolution, ce regroupement des institutions, n'a pas toujours été accepté d'emblée avec facilité, mais je crois qu'aujourd'hui, le défenseur des droits a pris une place dans les institutions par rapport au gouvernement, par rapport au Parlement, par rapport à l'institution judiciaire. Il a pris une place dans la mise en œuvre des droits dans notre pays, et il a pris une place, il faut bien le dire, dans le débat public, puisque les libertés et les droits fondamentaux sont, notamment depuis quelques années, face à l'insécurité, à la criminalité et au terrorisme, mis en cause, et de manière plus générale, comme je l'ai dit, parce qu'on assiste à un recul des services publics, et donc de ce fait, à une forme de recul de l'accès au droit qui
conditions et qui est ce que la République nous doit naturellement à tous et à tous ceux et toutes celles qui vivent sur le territoire de notre pays. Et je terminerai en disant pourquoi le défenseur du droit au rendez-vous de l'histoire. Cette année, je suis très heureux d'avoir été invité à cette carte blanche et à faire devant vous cet exposé. Mais, et cela fait partie de la politique de promotion, de rayonnement du défenseur des droits qui a besoin d'être reconnu, mais qui a besoin aussi d'affirmer sa place sans ambiguïté. Il n'a aucune prétention à juger, mais par exemple, il a tout à fait la capacité, à travers ses décisions et ses recommandations, d'influencer les règles, de faire modifier les lois, pas seulement sur des questions techniques, qui sont par exemple des questions de protection sociale, dans lesquelles très souvent les usagers ou les affiliés sont pris comme au milieu d'un labyrinthe dans lequel il ne trouve aucun fil d'Ariane, dans lequel il doit le défenseur des droits pour essayer de leur tenir la main, et notamment il doit déléguer les défenseurs des droits, mais aussi, tout simplement, dans des débats aussi difficiles sur le plan politique, dans lesquels nous n'exprimons pas de point de vue politique, mais nous exprimons des points de vue qui sont ceux des droits fondamentaux et qui sont, par exemple, les risques qu'on court à utiliser un certain nombre de dispositifs d'armes, de forces intermédiaires dans les opérations de maintien de l'ordre, ou à la manière dont les services départementaux de l'aide sociale de l'enfance, par exemple, n'assurent pas une protection suffisante pour les enfants, laissent se produire des maltraitances qui quelquefois peuvent conduire d'ailleurs au décès de certains enfants à la suite de l'absence de signalement, d'absence de prise en considération des signalements qui ont été faits, et on travaille pour essayer de faire en sorte que l'éducation nationale, par exemple, soit plus précautionneuse s'agissant des droits de l'enfant, c'est-à-dire des élèves qui sont là dans les écoles, les collèges et les lycées. Et sur tous ces sujets, je pense que nous avons acquis une véritable place et qu'il est très important que, comme je le fais aujourd'hui, nous en parlions avec ceux qui sont nos mandants, c'est-à-dire les citoyens de notre pays. Mais nous publions beaucoup et nous essayons de faire connaître nos publications. Tout ce que nous décidons se trouve sur notre site internet, mais nous voulons aller au-delà, et c'est pour ça que j'ai lancé un certain nombre de publications. Nous avons publié un livre important qui va regrouper les résultats d'une enquête sur l'accès au droit que nous avons réalisée en 2016, qui est une enquête très importante sur plus de 5000 personnes et dont les résultats sont toujours utilisés par nous dans notre travail. Nous allons publier une collection de petits ouvrages sur des questions de droit que nous avons traitées, car tout ce que nous disons naturellement par notre expérience, nous n'avons aucune idéologie autre que l'absolu des droits fondamentaux. Nous n'avons pas de parti, pas de conviction. Nous savons simplement que quand on commence à faire un petit accroc aux droits fondamentaux, la brèche peut s'élargir. Et nous savons surtout que dans les démocraties électives, on ne sait jamais qui va disposer de la possibilité d'appliquer la loi. Et que si cette loi est peu protectrice des libertés, elle peut être utilisée à mauvais escient par des responsables politiques qui seront eux-mêmes peu soucieux des libertés. Et nous avons donc, nous efforçons de prendre ces positions, de les publier, et
réponses sur ces systèmes qui sont à l'œuvre pour créer des inégalités. Et donc nous essayons, si je dire en chaîne, de traiter les conséquences juridiques. Mais nous faisons aussi un travail, par exemple, en matière d'éducation, avec les jeunes ambassadeurs du droit, avec un programme Éducadroit que nous avons créé et qui met à disposition de tous les élèves, les écoles, les collégiens, les lycéens et naturellement les enseignants, des ressources pour sensibiliser au droit. Mais il y a quelque chose qui, moi, me paraît manquer, c'est un dialogue entre les juristes et les historiens. D'abord, je remarque que l'histoire du droit, qui était, l'histoire du droit romain, qui était dans les facultés de droit du temps où j'y étais, ça ne concerne pas, mais du temps où j'y étais, c'était des matières reines. Les professeurs qui étaient parmi les plus reconnus, les plus suivis par les élèves, c'était ceux qui nous enseignaient le droit romain et ou, de manière générale, l'histoire du droit. Aujourd'hui, c'est une discipline qui est tombée presque en déshérence parce qu'elle est considérée, ce qui est absurde, comme non professionnalisante, c'est-à-dire dans une perspective utilitariste, à quoi ça sert de savoir comment fonctionnaient les consuls à Rome. Apprenons simplement à faire marcher un texte sur nos ordinateurs pour pouvoir faire rendre nos copies. Ça, c'est plus intéressant. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect des choses, mais il y a de manière plus générale le lien qui existe entre l'histoire et le droit. Parce que le droit, ce sont des institutions. Alors, depuis longtemps, Brodel et l'école des annales, on sait que l'histoire, ça n'est pas seulement l'histoire des institutions, ça n'est pas seulement l'histoire des grands hommes ou des grandes femmes qui ont incarné les institutions. C'est l'histoire des peuples, c'est l'histoire des mouvements économiques et sociaux, bien entendu. L'histoire, c'est ça l'histoire aujourd'hui. Et c'est pas, comme je dis toujours, de manière d'ailleurs, que je trouve inutilement péjorative, ce n'est pas Malé Isaac. Malé Isaac, c'était très très bien, hein, mais ça a été dopé de tout. Et donc, je veux dire par là qu'on sait très bien de ce qui est. Mais le droit, qui est un levier dans l'évolution des sociétés très important, qui règle le fonctionnement des institutions, par définition, le droit public, car l'institution, ça ne veut pas dire seulement public, l'institution, le mariage est une institution. Bon. Et donc, nous avons, je crois, véritablement, à travers l'histoire, on voit le rôle du droit. Et je pense, pour ma part, que travailler entre historiens et juristes serait un enrichissement mutuel, à la fois pour les praticiens du droit et de l'autre côté pour les historiens. Et c'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui avec l'idée que dans les années suivantes, on puisse inclure dans les rendez-vous d'histoire un moment, une journée par exemple, qui soit consacrée aux questions juridiques. Il y a aujourd'hui tout un pan entier des rendez-vous d'histoire qui est consacré à l'économie et ça a pris parfaitement sa place dans les rendez-vous d'histoire. Il y a un festival de cinéma. Je pense que nous pourrions aller vers une partie des rendez-vous d'histoire qui soit consacrée à ces questions juridiques et c'est une proposition que j'ai faite à Jean-Noël Jeannet, dont il faut que nous discutions, et j'espère que dès l'année prochaine peut-être on pourra, ici même d'ailleurs, parce que je crois que vraiment ça s'y prête absolument, ne serait-ce que parce que c'est un temps de droit par définition ici, que nous puissions avoir des tables rondes, des conférences, des ateliers, mais que nous puissions aussi, comme nous le faisons, je l'ai dit tout à l'heure, à travers le programme éducatif, intervenir, comme le font les historiens, dans les établissements scolaires, secondaires, et notamment avec des enseignants qui mettraient en œuvre
et du Gabon. J'ai donc déjà commencé avec Antoine Goldberg, qui travaille avec moi, à mettre en place un petit comité scientifique pour réfléchir à tout ça sous la houlette du professeur Yann Rivière de l'HESS et composé à la fois d'historiens et de juristes. Et on va essayer de mettre en place un programme attractif qui pourrait s'inclure dans la définition des rendez-vous d'histoire. Je pense que, pour ma part, quand on voit par exemple un sujet que j'ai eu l'occasion de traiter, bien entendu très largement, c'est l'histoire de l'immigration dans l'histoire de France, de manière générale. Et j'ai été, comme vous savez, le fondateur du Musée national de l'histoire de l'immigration, qui se trouve aujourd'hui dans le palais de la Porte Dorée, à la Porte de Vincennes, à Paris. L'histoire de l'immigration, c'est en grande partie, pas seulement, bien entendu, mais c'est en grande partie l'histoire des relations qui existent entre ceux qui déterminent les règles et ceux qui en bénéficient, ceux qui les subissent. Je prendrai un seul exemple. Jusqu'en 1851, c'est récent, jusqu'en 1851, la notion d'étranger n'existait pas. Dans les recensements, il n'y avait pas étranger, pas étranger. Dans la Révolution française, on a fait citoyens français, notamment des Américains par exemple, bien connus, mais la notion de citoyenneté, elle avait une sorte d'élasticité. C'est pour ça d'ailleurs que souvent on glose sur la déclaration de l'homme et du citoyen. Ah oui, il y a les citoyens, il y a l'homme, l'humanité, et puis il y a les pas nationaux, les pas citoyens, ah c'est différent, etc. En réalité, quand on a écrit la Déclaration des droits de l'homme, la notion du citoyen n'était pas étroite comme elle l'est aujourd'hui, qui est celui qui a les droits de la nationalité par opposition à celui qui n'a pas les droits de la nationalité du pays dans lequel il est citoyen. Et on a là, dans cette histoire de l'immigration, c'est clair, un des moments très importants de l'histoire de l'immigration récente, c'est une loi qui a été faite en 2006, il n'y a pas longtemps, et qui a créé, aussi bien pour l'asile que pour d'autres formules, des notions tout à fait différentes. La grande loi de 1889, qui a créé ce qu'on appelle le droit du sol, qui a été faite à l'époque pour faire des soldats pour aller reprendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne, et donc créer des nationaux français susceptibles de devenir des conscrits, mais c'est aussi une des lois les plus illibérales et les plus humanistes qui soient en matière de nationalité. La grande loi de 1927 sur la naturalisation, qui n'a jamais été égalée, et qui a fait d'ailleurs que le régime de Vichy a essayé de passer son temps à annuler toute une série de naturalisations faites sous l'empire de l'Europe 27. Il y a très peu de réussite, puisqu'il n'y a que 15 000 personnes qui se sont vues déchoir de leur nationalité pendant les 4 ans du régime de Vichy, alors qu'il y avait 300 000 personnes qui étaient susceptibles d'être déchues de leur nationalité française. Voilà, simplement pour dire, dans ce seul domaine, mais on peut, dans beaucoup d'autres domaines, dans tout ce qui est l'histoire, par exemple, et on en parle beaucoup aujourd'hui avec toutes les discussions sur la bioéthique, tout ça, mais l'histoire de la famille, l'histoire de la filiation, dans toutes ces questions-là, on retrouve cette notion, et moi en tout cas, c'est ce que je voudrais essayer de faire, c'est ce que j'espère, et je voudrais proposer, de sorte que ça se fasse, et que l'année prochaine, c'est pas seulement un défenseur des droits qui vient expliquer ce qu'il fait devant vous, et je vous remercie d'être venu ce matin, mais c'est aussi, de manière plus générale, dans le cadre des rendez-vous d'histoire, le
nous avons fait une consultation auprès de 2000 enfants. On leur demande ce qu'ils pensent de la manière dont leurs droits sont mis en œuvre. C'est le droit à la participation des enfants, mais c'est en même temps quelque chose qui restera comme un élément, comme un matériau pour l'histoire de notre société aujourd'hui et la manière dont les enfants se ressentent dans cette société. Et je voudrais terminer simplement par un mot d'ouverture très prudent sur un sujet qui est mis jour après jour au devant de l'actualité. C'est le droit de l'environnement. On le voit dans l'affaire de Rouen depuis 15 jours. Et vous le savez très bien ici, au bord de la Loire, où les gens pensent qu'il faut faire bénéficier la Loire et le bassin nigérien d'une protection en tant que telle à partir d'un droit particulier. C'est une réflexion qu'il faut faire. Notre droit, qui est le droit de l'homme, comme ça se dit, est fondé par définition sur la philosophie humaniste et la conception humaniste du monde. L'homme au centre. On voit bien aujourd'hui que cette conception a pu conduire, notamment à travers la révolution industrielle, à ce que cet homme au centre du monde se paye sur son environnement, sur la nature, et le mettre en cause. Et on mesure aujourd'hui les conséquences actuelles ou les risques futurs. Posons-nous la question, surtout pas faire la révolution copernicienne. L'homme doit rester, bien entendu, au centre, et l'humanisme doit demeurer notre conception. Mais posons-nous la question de savoir s'il ne faut pas que le droit prenne en compte, mieux qu'il ne l'a fait jusqu'à maintenant, les interactions entre cet homme et cette nature. Là, l'existence de la nature est d'une certaine façon, je vais entre guillemets, les droits qu'elle peut avoir. Je ne propose pas qu'on fasse plaider les arbres comme certains l'ont fait en Californie dans les années 80. Bon, ce n'est pas ça. Mais je pense qu'il faut, et c'est une perspective historique aussi, s'interroger sur, depuis 5 siècles, nous avons dans la ligne Erasme, ou des grands légistes français ou étrangers, nous avons fonctionné sur cette conception homo-centrée, cette conception qui avait cette vision d'un droit permettant à l'homme d'agir dans le cadre de ses droits et de ses obligations. Je pense que l'environnement doit être pris aujourd'hui en considération. Ça n'est pas de l'écologie au sens de la protection de la nature, de la lutte contre la pollution, etc. C'est simplement de se dire que le droit doit prendre en compte une autre façon de l'homme, avec un avantage de la femme, d'être au monde, et une autre façon pour le monde d'être ressenti par nous et traité par nous, en particulier à travers le droit. Voilà simplement les perspectives. C'est pas l'ordre du jour tout à fait de la prochaine session du droit au sein de